Strasbourg, 3 défis européens pour la présidente Simone Veil, paix, bien-être et liberté. États-Unis, après la démission du gouvernement Carter, nouvelle chute du dollar et envolée de l'or. Espagne, le projet d'accord sur l'autonomie bien accueilli en Pays Basque. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Paix, liberté et bien-être. Ce sont les 3 défis que l'Europe doit relever. C'est ainsi que ce matin, à Strasbourg, pour cette 2e journée de la session de l'Assemblée européenne, Madame Simone Veil, la première présidente du nouveau Parlement européen, a commencé son discours d'ouverture. L'Europe est soumise au grand défi du bien-être. Je veux dire à la menace que constitue pour le niveau de vie de nos populations le bouleversement fondamental dont la crise pétrolière a été depuis quelques 5 ans à la fois le détonateur et le révélateur. Après avoir connu pendant une génération une progression des niveaux de vie dont le rythme élevé et soutenu n'avait existé à aucune période de l'histoire, tous les pays d'Europe sont aujourd'hui confrontés à une sorte de guerre économique qui a débouché sur le retour d'un fléau qui était oublié, le chômage, comme sur la mise en cause de la progression des niveaux de vie. Le Parlement européen, maintenant élu au suffrage universel, est désormais porteur d'une responsabilité particulière. Et pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans 3 directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. Cet après-midi, le Parlement européen a élu ses vice-présidents. Parmi eux, 2 Français, le socialiste Gérard Jacquet et l'UDF Pierre Pflimlin, maire de Strasbourg. Il y a en tout 12 vice-présidents qui seconderont dans son travail Madame Veil, à qui le président de la République, M. Giscard d'Estaing, a adressé ses félicitations, indiquant qu'il était important que l'Assemblée européenne ait choisi comme présidente quelqu'un qui illustre cette volonté d'entente européenne et qui symbolise le rôle que les femmes peuvent jouer dans l'organisation de l'Europe. Dernier télégramme de félicitations ce soir pour Madame Veil, celui du président américain, M. Jimmy Carter. Ces 2 premières journées de la session du Parlement européen ont été marquées par un certain nombre d'événements, comme la candidature surprise hier du RPR, M. de la Malène, des tractations de couloir, des querelles de procédure, mais aussi, en définitive, l'élection de Madame Simone Veil. Sur place, les impressions de notre envoyé spécial, Noël Copin. En 2 jours, l'Assemblée européenne est passée par des hauts et par des bas. Il y a eu hier matin le discours émouvant de la présidente d'un jour, il y a eu ce matin le discours très politique de la nouvelle présidente, suivi de l'amorce d'un grand débat sur l'Europe. Mais il y a eu aussi, c'est vrai, les petites et les grandes manœuvres, il y a eu les conciliabules. Alors, que faut-il retirer de tout cela? Eh bien, d'abord, tout simplement, je crois que l'Assemblée européenne est une assemblée comme les autres, est un parlement comme les autres. Que voulez-vous, rassembler 400 personnes qui viennent de 9 pays différents, c'est courir bien sûr le risque qu'à un moment donné, tout cela se mette à bouillonner et que même parfois tout cela se mette à barboter quelque peu. Avec 9 pays, c'est un parlement à la puissance 9, disait un parlementaire, c'est-à-dire un expert. Il n'en reste pas moins que les Européens se sont dotés d'une assemblée nouvelle et que cette assemblée, elle, s'est donnée une présidente et qu'elle s'est mise au travail. L'élection de Madame Veil, c'est un symbole, c'est même, je dirais, un double symbole. C'est l'élection d'une femme dans un monde politique encore très masculin et c'est surtout l'élection d'une ancienne déportée dans une Europe qui cherche sa réconciliation. Mais c'est aussi un événement politique et Madame Veil l'a bien montré dès ce matin. Le discours qu'elle a prononcé, un discours très sobre dans la forme, était quand même et avant tout le discours d'un leader politique, un discours très européen. Et l'on a remarqué surtout les passages où Madame Veil insistait sur l'autorité nouvelle de l'Assemblée européenne. Mission accomplie, disait en souriant dans les couloirs M. Le Canuet, qui se réjouissait de l'élection de Mme Veil et de ses premiers pas, tandis que dans l'entourage de M. Michel Debré, un Michel Debré qui lui a prononcé un discours passionné mais se gardant de toute polémique, dans l'entourage de Michel Debré, on déplorait que Mme Veil ait pris quelques distances à l'égard des arguments qu'elle avait développés pendant sa campagne électorale. Le débat est donc ouvert. Le palais de l'Europe à Strasbourg ressemble beaucoup à une sorte de tour de Babel grouillante, mais on peut dire que peut-être une nouvelle page de l'histoire de l'Europe commence à s'y écrire. Offensive Carter, suite, pourrait-on dire. Après le discours de dimanche soir annonçant son plan énergétique, suivi de plusieurs allocutions en province, dernier coup de théâtre la nuit dernière, toujours dans le but
de reprendre la situation en main, la Maison-Blanche a annoncé la démission collective de tous les ministres du gouvernement américain. Ils sont une trentaine de ministres, conseillers et assistants divers qui ont été priés de se démettre de leurs fonctions gouvernementales ou paragouvernementales. Sans les citer tous, voici ceux dont on peut raisonnablement prévoir le sort. D'abord, ceux qui resteront presque certainement. Le conseiller de politique étrangère, Zbigniew Brzezinski, qui passe pour un faucon. Le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, Cyrus Vance, qui passe, lui, pour une colombe. On reconnaît bien, là, l'esprit de synthèse ou un restant d'indécision du président Carter. Resterait aussi le ministre de la Défense, Harold Brown. Ceux qui partent, selon toute probabilité, M. Schlesinger, ministre de l'Énergie, le bouc émissaire rêvé, Michael Blumenthal, ministre du Trésor, symbole d'une politique financière inflationniste, et il y a aussi un troisième groupe, sans responsabilité directe dans l'affaire de l'énergie, mais composé de personnes qui ont eu le malheur de déplaire à plus puissant qu'eux. Ainsi, Joseph Califano, ministre de la Santé, et le représentant aux Nations Unies, Andrew Young, qui a provoqué quelques petits scandales par ses prises de position politiques. On profiterait de la charrette actuelle pour se débarrasser de ces gêneurs. Il est évident donc que le plan Carter est à double détente. D'abord politique, sur ce point les premiers sondages de popularité en hausse montrent que l'opinion publique américaine a été favorablement impressionnée par le nouveau ton adopté par le président. Il n'en va pas du tout de même, semble-t-il, du côté des financiers. Depuis 3 jours, toutes les grandes bourses du monde enregistrent une chute libre du dollar avec, pour conséquence naturelle, une hausse record de l'or. Une situation inquiétante quand on sait la dépendance des économies occidentales vis-à-vis des États-Unis. L'économie américaine est la plus puissante du monde, par ses ramifications planétaires, par ses multinationales et surtout par l'intermédiaire du dollar. Tout ce qui lui advient se répercute sur l'économie mondiale. Or, cette économie américaine est malade. Premièrement, elle est malade du pétrole. Sa boulimie d'énergie lui fait accuser plus durement que les autres les hausses successives de l'OPEP. Deuxièmement, elle est malade de son endettement et de son commerce extérieur. Ordre de grandeur, un déficit de 2,5 milliards de dollars le mois dernier. Troisièmement, elle est surtout malade de l'inflation. Ce déficit extérieur et aussi les choix monétaires de l'administration Carter ont doublé en 2 ans l'inflation américaine. On frôle aujourd'hui les 14%. Face à cette triple maladie, que se passe-t-il aujourd'hui? Le plan énergétique Carter s'attaque à la première maladie, celle des importations déraisonnables de pétrole. Mais il n'aura d'effet, s'il en a, qu'à long terme, l'horizon 90. En attendant, le commerce extérieur restera déficitaire et l'inflation galopera. Et beaucoup plus que les coups de théâtre politique de Jimmy Carter, ce sont ces maladies chroniques qui suscitent la méfiance des milieux financiers. Alors on se tourne vers le refuge de toujours, l'or, et le dollar baisse. S'il baisse encore beaucoup, les pays pétroliers, payés en dollars, seront tentés de compenser par une nouvelle hausse qui sera pour tout le monde, y compris pour nous, Européens. Ainsi, de proche en proche, l'ensemble des pays liés à la fois au pétrole et au dollar risquent de payer encore longtemps et de plus en plus cher les maladies et les médecins de l'Amérique. Il est vrai que si le plan américain échoue, il risque de faire revoir encore en baisse les prévisions de l'OCDE, cet organisme commun aux 24 pays les plus développés du monde occidental, dont le dernier rapport prévoit un nouveau ralentissement de l'activité économique avec pour conséquence une aggravation du chômage. Un chiffre, 19 millions de chômeurs en 1980 pour l'ensemble des pays occidentaux industrialisés. L'OCDE estime que l'année qui vient, en tenant compte des dernières décisions des producteurs de pétrole, pour la France, ne doit plus tabler que sur un taux de croissance maximum de 2,5% contre 3,25% prévu jusqu'alors. Cette parenthèse refermée, revenons-en donc aux États-Unis. Nous venons de faire le point sur les dernières décisions politiques du président Carter et sur les conséquences économiques. Essayons de voir avec vous, Jacques Chegui, qui êtes notre correspondant à Washington, comment les Américains se représentent ces événements de ces derniers jours. Eh bien, d'abord, un exemple. Ce matin, la presse américaine a donné comme priorité Nicaragua 1, dollar 2, on vient d'en parler, et enfin ce fameux remaniement. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas laissée prendre par l'aspect spectaculaire, sachant que le fondamental est ailleurs. Le fondamental, c'est ce qu'on appelle depuis déjà quelques années la crise de confiance, alors qu'en réalité, il s'agit de la crise de croissance.
Il ne faut pas s'y tromper. Et un exemple, nous sommes en 1979, nous sommes déjà dans la campagne électorale et on sait qu'en 1980, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président va non pas promettre aux États-Unis la pleine croissance, le bonheur, mais pour aller à la Maison-Blanche, que ce soit Carter ou un autre, il devra leur dire, eh bien, il va falloir vous serrer la ceinture. Or, qui peut dire ça? Sinon, un président qui sera fort. C'est d'une certaine façon ce qu'on appelle la présidence impériale, selon le mot de l'américain Arthur Schlesinger. Alors visiblement, Jacques Segui, on en revient à un style de présidence plus traditionnel, contraire à ce que disait au début le président Carter, qui voulait simplement gérer les États-Unis et non pas les diriger. Voilà, c'est-à-dire d'une certaine façon, Carter, dans son style inimitable, fait un pas de côté, se bat la coulpe et dit « Pendant 2 ans et demi, je me suis peut-être trompé, mais si vous voulez », et passez-moi l'expression, il dit « Pousse ». On recommence à zéro. Après 2 ans et demi, eh bien, il va sans doute garder les grandes têtes, c'est-à-dire Brzezinski, Vance et Harold Brand, le ministre de la Défense, et puis il va sans doute faire confiance à ces Géorgiens. Ceux-là même qui lui ont permis de gagner l'élection de 1976, et ceux-là sur qui il compte pour gagner en 1980. Mais le pari est énorme, car les adversaires de Carter, il n'en manque pas, vont dire « Très bien, vous êtes donc un candidat, ce qui est inhabituel, vous êtes président et candidat. Donc très bien, vous allez donc vous battre pour cette campagne électorale, mais vous êtes également président. Et donc, il faut gouverner. Et gouverner, c'est choisir. » Merci Jacques Segui. Autonomie pour le Pays basque espagnol, c'est ce qu'a décidé le gouvernement de Madrid. Un projet qui risque d'étendre l'atmosphère politique dans le pays et qui aura peut-être aussi pour conséquence l'arrêt des attentats des extrémistes basques et le retour, bien sûr, des vacanciers qui avaient en partie déserté les côtes espagnoles depuis le début de l'été. En présentant ce plan, le Premier ministre, M. Suarez, a pris tout le monde de vitesse. L'ensemble des partis concernés semble d'accord. Reste à savoir ce que décideront les extrémistes de la branche militaire de l'ETA, qui en sont, eux, à réclamer l'indépendance. Juillet 78 à Saint-Sébastien, l'une des manifestations les plus spectaculaires jamais organisées pour protester contre le centralisme madrilène et pour réclamer un statut d'autonomie. 1 an après, presque jour pour jour, c'est chose faite. Tous les obstacles posés ont été levés. L'accord de Madrid ouvre la voie à de nouvelles relations entre l'Espagne et le Pays basque. Un enseignement adapté à la culture basque, un régime judiciaire particulier, un système fiscal propre et surtout une police autonome. Mieux, on parlait des contingents de la garde civile ou de la police comme de troupes d'occupation. Désormais, les élus régionaux contrôleront leur action. Ce matin, toute la presse madrilène a souligné en caractère gras la fin d'une négociation de 3 semaines dont dépend en large partie la consolidation d'une démocratie encore fragile. Le titre le plus optimiste est sans doute celui du journal Diario 16, « Enfin la paix avec les Basques ». Tout le monde veut espérer qu'il ne s'agit pas d'une de ces manchettes sensationnalistes dont ce journal est spécialiste. Pourtant, il serait sans doute précipité de dire que le terrorisme basque a vécu. Certes, l'un des parlementaires radicaux, proche de la tendance de l'ETA militaire, celle des 2 tendances de l'ETA qui, voici une quinzaine de jours, posaient sur les plages espagnoles des bombes pour effrayer les touristes, ce parlementaire a bien dit que l'accord d'hier soir était historique et que le nouveau statut d'autonomie basque pouvait être interprété comme un traité de paix entre Madrid et le Pays basque. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la tendance armée de l'ETA, la plus dure, vise la création d'un État basque, socialiste, indépendant, et que certains élus de l'extrême gauche, proches de cette fraction jusqu'au boutiste de l'ETA, sont même allés dire que le statut adopté hier soir à Madrid avait été un statut adopté sur le dos du peuple basque. Tout ce qui pouvait se faire au niveau politique a été fait. Il ne reste plus désormais aux Basques qu'à dire, par référendum, probablement à l'automne, si ce statut leur convient, et implicitement à marginaliser les tenants de la violence. En 78, lors du référendum constitutionnel, le roi Juan Carlos avait vu ses efforts pour le rétablissement de la démocratie menacés par le non des provinces basques aux nouvelles institutions. Les partis nationalistes avaient tous fait campagne pour l'abstention ou pour le non. Personne ne doute aujourd'hui que ces mêmes partis n'invitent leurs électeurs à se prononcer massivement pour le oui à ce statut qui veut consacrer la personnalité du Pays basque à l'intérieur de la communauté espagnole. En Iran, on en est revenu au temps des manifestations de masse. L'ayatollah Khomeini a présidé hier un défilé monstre dans les rues de Téhéran auquel participaient non seulement des civils mais aussi de nombreux soldats. Ce dernier point est à remarquer car on a l'impression
que le chef religieux, devant la montée des violences en province, due au mouvement autonomiste essentiellement, s'appuie de plus en plus sur l'armée pour asseoir son pouvoir. Paradoxe de l'histoire, les militaires risquent donc de redevenir les hommes forts du régime. Et parmi eux, un général, le chef de la police militaire de Téhéran, le général Raimi, destitué la semaine dernière par le ministre de la Défense, qu'il avait jugé un peu trop politique, mais aussitôt remis en selle par l'ayatollah Khomeini lui-même. Dans un Iran qui se déchire, l'armée tourne en rond dans ses casernes. C'est pour montrer qu'elle devait intervenir dans les troubles qui secouent le pays que les soldats du général Raimi ont organisé cette parade militaire, véritable défi au gouvernement actuel. Le général Raimi, c'est lui, chef de la police militaire de Téhéran, qui commande aussi les chemises noires, la garde personnelle de l'ayatollah Khomeini. Le ministre iranien de la Défense lui avait demandé de démissionner car il faisait trop de politique, mais l'ayatollah lui-même l'a confirmé dans ses fonctions. Fort de l'appui des religieux qui sont venus avec leurs familles regarder parader ses soldats, le général Raimi lance un défi au pouvoir pour que l'armée intervienne dans les régions kurdes et au sud pour protéger les puits de pétrole. Nous avons des milliers d'hommes et de pilotes qui ne font rien et qui sont prêts à intervenir. Il faut défendre la révolution. Je suis prêt à prendre le commandement des unités. Nous avons la meilleure armée du Moyen-Orient. Il suffit de l'appeler pour qu'elle rétablisse l'ordre. À 54 ans, ce général, au regard et au geste énergique, sait de quoi il parle quand il se porte volontaire pour faire régner l'ordre en Iran. Emprisonné sous le Shah, il s'est donné corps et âme à la révolution islamique. Le général Raimi occupe l'un des postes les plus importants dans l'armée. Il a 7000 hommes sous ses ordres et pourrait bien être l'homme fort qui devrait s'imposer face à l'éclatement des pouvoirs en Iran. Pour le général Raimi, cette armée, superbement équipée, avec du matériel américain, doit garder toute sa force pour faire échec aux contre-révolutionnaires. Comment voyez-vous la nouvelle armée iranienne, mon général? La nouvelle armée iranienne, c'est très fort, parce que nous avons beaucoup d'avions, beaucoup de pilotes, de tous les officiers qui sont très étudiés en Amérique, en français, en anglais. Mais vous souhaitez le retour des conseillers américains, par exemple? Non, jamais, jamais, jamais. 3 fois, je dis jamais. Et la nouvelle armée à laquelle vous pensez doit être dirigée contre qui? Contre qui? Contre tous ceux qui sont contre la révolution. En marge de la situation en Iran, à noter que l'Égypte vient d'accorder l'asile politique à l'ex-Shah d'Iran, actuellement toujours au Mexique. Au Nicaragua, le départ du général Somoza n'a pas eu les conséquences que l'on prévoyait. Pour l'instant, c'est la confusion, car le président de l'Assemblée nationale, qui devait normalement assurer la transition très rapide entre l'ancien régime et le nouveau, entend garder le pouvoir tout au moins dans un premier temps, ce qui est contraire aux accords conclus entre les différents partis et les États-Unis qui menaient la négociation. Les combats continuent donc au Nicaragua. La garde nationale tente d'empêcher l'avance des sandinistes sur la capitale, Managua. Et ce soir, la junte de reconstruction nationale qui siégeait au Costa Rica vient de s'installer dans la ville de Léon, à 90 km de la capitale. On a donc toutes les chances d'assister dans les prochains jours à une nouvelle aggravation de la situation. Monsieur Giscard d'Estaing chez les Kanaks, on pourrait croire à un titre de livre d'aventure. Il s'agit en fait de la visite qu'a faite aujourd'hui le président de la République française dans les différentes îles de Nouvelle-Calédonie, exclusivement peuplées de Mélanésiens que l'on appelle encore les Kanaks. Des îles qui n'avaient encore jamais été visitées par un chef d'État français. Eh bien, nous sommes ici au bout du monde, à Lifou, dans les îles Loyauté, à 1 heure d'avion de Nouméa. Mais nous sommes vraiment très loin de Nouméa, cette ville un petit peu triste qui ressemble à tant de sous-préfectures de la métropole.
Ici à Lifou, vous le voyez, tout est indolence, enthousiasme aussi, joie bon enfant, un petit peu à l'image de l'accueil qui a été réservé tout à l'heure au président de la République. Et pourtant, c'est ici l'un des endroits de Nouvelle-Calédonie où l'idée d'indépendance a le plus fait son chemin. Il faut dire qu'il y a ici beaucoup de Kanaks, qu'ils y sont très largement majoritaires. Les Kanaks à peau brune, à l'inverse des Caldoches, qui sont d'origine européenne et qui, eux, vivent essentiellement à Nouméa. Alors pour éviter un affrontement racial qui couperait l'île en deux, les deux groupes représentent à peu près chacun 40% de la population, le gouvernement essaie depuis 2 ans d'imposer un plan d'intégration des Mélanésiens, des Kanaks. Mais les réticences sont fortes d'un côté comme de l'autre, et le chef de l'État, pendant ces 2 jours passés en Nouvelle-Calédonie, s'est efforcé de convaincre ses interlocuteurs. C'est à vous qu'il appartient de fixer librement votre mode de vie et de faire évoluer vos règles coutumières au rythme de notre temps. Lorsque les électrices et les électeurs se sont prononcés, lorsqu'un choix a été fait, lorsque des institutions ont été mises en place, il faut alors que tout le monde travaille loyalement à l'œuvre commune. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Paris Match, M. Monory, le ministre de l'économie, dit oui à un supplément de pouvoir d'achat pour les plus défavorisés, mais il dit également oui à une réduction du pouvoir d'achat pour les plus favorisés. Il ne faut à aucun moment, ajoute le ministre, ralentir les investissements en rappelant que la masse salariale ne doit pas évoluer plus vite que les prix. Voilà. En bref, en France encore, les agents de conduite de la SNCF, de la CGT, CFDT et de la Fédération autonome du Sud-Est ont décidé un arrêt de travail à partir de demain soir jusqu'à dimanche matin. On peut donc s'attendre à des perturbations dans le trafic en provenance notamment de Marseille et de Nice. Jusqu'à présent, le diagnostic prénatal, c'est-à-dire l'examen au 4e mois de la grossesse du fœtus dans le ventre de la mère, permettait essentiellement de déceler le mongolisme avant la naissance ainsi que certaines affections héréditaires. Aujourd'hui, grâce à de nouveaux travaux, on vient par exemple en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'annoncer les premiers succès du diagnostic prénatal de l'hémophilie ou encore d'anémie mortelle qui sévissent particulièrement en Afrique. C'est d'ailleurs une jeune femme africaine que Martine Alain-Regnault a tout d'abord rencontrée à la maternité de l'hôpital Port-Royal à Paris. Vous avez eu combien d'enfants? 10 enfants. 5 sont morts. Ils sont nés normalement. Et puis après 1 an, ils commencent à avoir des problèmes partout. L'enfant se gonfle. Il se dit, j'ai mal au dos, des fois les pieds, des fois soit la joue, la main, partout. Et puis tout d'un coup, ça crève. 5 sont vivants. 3 sont bien portants. Les 2 autres sont malades. Mais ils ne vont pas mourir. Vous ne savez pas? Pour le moment, je ne sais pas. J'espère que ça ira un peu. Cette fois-ci, il n'y a pas de médicaments pour le moment, mais il existe un examen. Mon docteur m'a expliqué comment ça se passe et je l'ai accepté. Je l'ai fait. Si l'examen était mauvais... Vous auriez fait un avortement? Oui. Ainsi, Narcisse, le 11e enfant, est normal. Mais il revient de loin. Son aventure médicale, c'est celle de la surveillance de la grossesse de sa mère. La tête est là, la tête est ici, et le tronc et le thorax du fœtus est là. Il est en travers d'enfant. À 4 mois et demi de grossesse, on localise le fœtus aux ultrasons, et si la position de l'enfant et du placenta permettent de passer sans risque, on introduit une sonde lumineuse pour repérer une minuscule veine du fœtus. On glisse alors le long de la sonde une aiguille presque aussi fine qu'un cheveu pour tenter de prélever un tout petit peu de sang du fœtus. C'est une veine remarquable. Et le fœtus me gêne que c'est pas pour Yann. Oula, alors là j'en ai un énorme. On peut y aller. Toutes les femmes examinées de la sorte sont porteuses, comme leurs conjoints, de maladies héréditaires. Les parents ne sont pas malades, mais leur sang porte la marque génétique de la maladie. Tout le problème est de savoir si le sang de l'enfant à venir porte cette marque ou non, donc cette maladie ou non.
C'est pourquoi sur place, un biochimiste analyse au fur et à mesure le sang prélevé pour vérifier que l'on a piqué au millimètre près dans une veine du fœtus et non dans une veine de la mère. Il faut être sûr que le sang qui va être analysé ailleurs dans un laboratoire de haute précision est bien celui du fœtus. Tu me tiens là. Aujourd'hui, c'est réussi. Commence alors le deuxième acte. Le sang du fœtus est parvenu au laboratoire où une série de tests sophistiqués est entreprise pour déterminer si le fœtus est normal. Et c'est le verdict. Si l'enfant est sain comme Narcisse, la grossesse est menée à terme sans problème, sinon la mère peut demander un avortement thérapeutique. Seule une trentaine de cas ont été analysés à ce jour en France, mais on a bon espoir de voir bientôt le procédé se généraliser. Des progrès très récents faits aux États-Unis laissent espérer qu'on pourra diffuser très largement cette méthode et la faire sur place, même en Afrique, même dans les pays extrêmement peu développés. Ça ouvre de très grands espoirs pour des maladies beaucoup plus fréquentes en France. Il y a un grand nombre de couples, de parents qui évitent ou qui redoutent d'avoir des enfants parce qu'ils craignent que ces enfants soient myopathes ou hémophiles. Eh bien, les techniques que nous avons développées pour ces maladies un petit peu étrangères à la France vont pouvoir servir à éviter à ces parents toutes les craintes qu'ils ont encore actuellement. Un diagnostic d'une infinie précision qui peut donner le droit de vie ou de mort en toute connaissance de cause, c'est désormais l'avenir d'un enfant qui peut se décider dans l'analyse d'une seule goutte de son sang, longtemps avant sa naissance. On connaissait les interventions des membres du mouvement international Greenpeace en faveur des baleines. Les interventions contribuant d'ailleurs largement à la protection de cette espèce animale menacée par les chasseurs japonais et soviétiques notamment. Mais cette fois, Greenpeace est intervenu contre la pollution causée par les déchets radioactifs rejetés en mer. Voici les images que vous allez voir de cette intervention au sud-ouest des côtes atlantiques de la France. Regardez. Les militants écologistes de Greenpeace, ceux que l'on surnomme les combattants de l'arc-en-ciel, avaient décidé d'intercepter un bateau battant pavillon anglais. Ce bateau naviguait dans le golfe de Gascogne afin de rejeter à la mer des fûts emplis de déchets radioactifs. L'intervention de Greenpeace se justifiait par un argument scientifique. Les 2000 tonnes de déchets ainsi engloutis dans l'océan devaient tomber dans une fosse marine de 4500 mètres de profondeur. Aussi, l'implosion de ces fûts était à redouter. Comme vous pouvez le constater, les Anglais ont riposté sans douceur. Il est vrai qu'ils ne sont pas les premiers à utiliser le golfe de Gascogne comme une sorte de poubelle. En 20 ans, 65 000 tonnes de déchets radioactifs auraient été ainsi jetées en mer, cela en toute impunité. Drame de la montagne cet après-midi, c'est ce que m'apprend une dépêche. Drame de la montagne dans la région de Chamonix où une cordée d'une douzaine de personnes a dévissé. Il y a déjà sans doute plusieurs morts, c'est tout ce que l'on sait pour le moment. Sport, dans la foulée d'abord un record du monde hier soir en Norvège, celui du miles battu par l'anglais Sebastian Coe. Un commentaire d'un expert, Thierry Roland. Sur la piste du Bisley à Oslo, le jeune Britannique Sebastian Coe a réussi hier soir un nouvel exploit en battant le record du monde du mile. Il y a 12 jours, il avait battu le record du monde du 800 mètres du Cubain Juan Torrena. Hier, aidé par les Américains Steve Lassie et Steve Scott, et grâce surtout à un train très régulier, il est devenu l'égal des plus grands en couvrant le mile en 3 minutes 49 secondes. Le record du monde du Néo-Zélandais John Walker était amélioré de 4 dixièmes de seconde. Avec cette performance, Coe, âgé seulement de 23 ans, devient le favori pour le 1500 mètres olympique l'an prochain à Moscou. Joie de courte durée pour le néerlandais Gerrit Netman à Dijon. Vainqueur de la 20e étape du Tour de France, il était déclassé pour s'être appuyé sur la voiture de son directeur sportif. La victoire de l'étape allant à l'italien Parzani, le néerlandais a fait appel. Bernard Hinault conserve le maillot jaune, c'est ce que voulait dire Thierry. Sans descente de bicyclette, le tirage du loto. Il fallait jouer le 8, dans l'ordre le 8, le 13, le 19, le 36, le 39 et le 49. Numéro complémentaire, le 18. La météo, demain dans le nord, temps moins chaud avec un ciel nuageux et des possibilités de faibles pluies sur les côtes de la Manche. Dans le sud-ouest du pays, le temps sera lourd avec des risques d'orage. Enfin, sur le reste de la France, temps ensoleillé, voilà, tout va bien.
Malgré tout, c'est sur une note triste que nous allons nous quitter. Mais ces images nous ont émus et nous avons voulu vous les montrer. Ces baleines, que vous allez voir, sont venues s'échouer sur les côtes de Terre-Neuve. Il s'agit là d'un véritable suicide collectif dont on ignore véritablement la raison. Des scientifiques prétendent que les baleines se suicident lorsque l'espèce de radar qui leur sert à se diriger est attaquée par la pollution.